Ce matin-là, la diligence est arrivée à Caldwell, au Kansas. À son bord, une femme portait une sacoche de médecin et non un trousseau. Et ce matin-là, tout ce que Holt Calloway croyait savoir sur lui-même a commencé à s'effriter. C'était au printemps de 1879. Le soleil était déjà monté assez haut, au-dessus de l'horizon plat de la prairie, pour transformer les ornières de la rue principale en une sorte de poterie craquelée. Caldwell se trouvait juste au nord de la frontière du territoire indien du Kansas. C'était une ville qui sentait le bétail et l'ambition, à part à peu près égales. Les hommes y venaient pour vendre leurs troupeaux, boire leurs bénéfices et parfois finir le nez dans la poussière devant le saloon du Rouen Bleu. Ce n'était pas une ville douce, et elle n'attirait pas les gens doux. Et c'est pour cette raison, plus que toute autre, que Holt Calloway avait décidé qu'il lui fallait une épouse qui sache se défendre. Il l'avait fait venir par une agence matrimoniale de Saint-Louis, le genre d'agence qui publiait des annonces dans les journaux des États de l'Est, promettant l'aventure et une vie à deux aux femmes prêtes à partir vers l'Ouest. Il avait écrit sa lettre avec une grande application. Il était assis à la table de cuisine abîmée de son ranch, avec un bout de crayon et une feuille de papier. La feuille avait été pliée et dépliée si souvent qu'elle était presque aussi douce que du tissu. Il avait décrit ses terres, son élevage de bétail, sa maison de 2 vraies pièces avec une mezzanine pour dormir. Il s'était décrit assez honnêtement 31 ans, 1,84 m, les cheveux bruns un peu abîmés aux tempes par le soleil. Pas de casier judiciaire, pas de dette qu'il ne pourrait couvrir d'ici l'automne. Il avait dit vouloir une femme capable, une femme pratique, quelqu'un qui comprenait que la vie à la frontière n'était pas une réception mondaine. Ce à quoi il s'attendait, c'était quelqu'un qui pourrait cuisiner une pièce de bœuf sur un feu de camp, réparer une couverture de sel, et peut-être chanter quelque chose de doux et de calme le dimanche soir, une fois le travail terminé. Ce qui est descendu de la diligence à la place, c'était Nora Ellison. 24 ans, une sacoche de médecin en cuir usé sur une épaule. Et dans ses yeux, ce calme particulier des gens qui ont vu des choses que la plupart préfèrent ne pas voir. Elle n'était pas laide et personne ne l'aurait qualifiée de conventionnellement belle, comme les magazines illustrés de l'Est décrivaient leurs héroïnes. Elle était plus saisissante que cela. Une ossature solide, un regard clair, des cheveux auburn foncés attachés dans un chignon pratique. Quelques mèches s'étaient déjà échappées à cause du vent de la prairie, avant même qu'elle n'atteigne le bas des marches de la diligence. Sa robe était d'un gris-bleu profond, si souvent lavée qu'elle avait pris la teinte sourde du ciel juste avant un orage. Elle se tenait comme quelqu'un qui avait décidé il y a longtemps de ne pas gaspiller d'énergie à douter de sa destination. Même quand elle ne la connaissait pas vraiment. Holt était adossé au poteau devant le magasin Garfield's Dry Goods quand elle est descendue. Il s'est redressé avec une sorte de courtoisie automatique que sa mère lui avait inculquée des années avant de mourir. Il a traversé la rue, préparant déjà les mots polis mais fermes qu'il utiliserait pour l'accueillir. Il repassait déjà la liste des tâches domestiques dont il avait besoin qu'on s'occupe, avant que la saison de la transhumance ne consume toutes ses heures d'éveil. Il a tendu la main et a dit son nom. Elle la lui a serré, d'une poignée ferme et sèche, et a dit le sien. Il a regardé la sacoche de médecin. Elle l'a vu la regarder. « Je suis médecin, dit-elle, d'un ton qui n'était ni désolé ni agressif, simplement factuel. Comme on annonce la couleur du ciel. Formé au Women's Medical College de Pennsylvanie, j'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans. Je pratique à Philadelphie depuis. » Holt la fixa un instant qui dura 3 secondes de trop. Un chariot passa soulevant un rideau de poussière. Quelque part dans la rue, un chien aboya 2 fois et se tut. « J'ai commandé une épouse, dit-il, pas un médecin. » Nora Ellison le regarda de ses yeux gris et stables et dit « Il semble que vous ayez eu les deux. Je suggère que nous en tirions le meilleur parti. » Le trajet jusqu'au ranch dura près d'1 heure dans le chariot de Holt. Sa jument grise, Patience, les tirait à une allure qui semblait légèrement insultée par son nom. La route, si on pouvait lui donner ce nom, était plutôt une suggestion tracée dans l'herbe par le passage répété des roues. Elle serpentait vers le sud-ouest à travers de hautes herbes ondulantes qui commençaient déjà à se teinter de vert et d'or avec la saison. Le ciel était immense, comme il l'est toujours dans les plaines du Kansas. Un vaste dôme bleu qui s'écrasait sur les bords et donnait à une personne le sentiment d'être à la fois très petite et très exposée. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet.
Holt analysait ses sentiments avec la rigueur méthodique d'un homme qui avait appris que la plupart des problèmes, si on les aborde de front, ont une sorte de solution réalisable en eux. Le problème, tel qu'il le voyait, n'était pas que Nora Ellison soit médecin. Le problème était qu'il avait écrit une lettre demandant une partenaire pour construire une vie. Et une femme de Saint-Louis l'avait mis en relation avec quelqu'un qui avait déjà une vie entièrement construite dans une autre ville. Un médecin ne quitte pas un cabinet à Philadelphie pour réparer des couvertures de sel et faire frire du lard salé. Un médecin quitte Philadelphie pour une raison, et Holt n'était pas du tout certain qu'il allait aimer cette raison. De son côté, Nora observait le paysage qui se déroulait autour du chariot avec une attention discrètement intense. Elle cataloguait les herbes, la distance entre les points d'eau, l'état du bétail qu'elle voyait dispersé à l'horizon. Elle n'avait pas encore dit toute la vérité à Holt. Elle lui avait dit qu'elle était médecin. Elle ne lui avait pas parlé de l'autre partie, la raison pour laquelle elle avait répondu à l'annonce en premier lieu. La chose qu'elle avait laissée derrière elle à Philadelphie et qui avait rendu la frontière, avec toutes ses difficultés et son incertitude, plus attrayante. Elle lui dirait, un jour. Elle finissait toujours par dire la vérité. Elle avait découvert que les mensonges, aussi petits et soigneusement construits soient-ils, avaient une façon de s'effondrer au pire moment. Généralement à cause d'un détail imprévisible que la vérité aurait géré avec élégance. Le ranch, quand il apparut, n'était pas ce qu'elle avait imaginé, mais était exactement ce que la lettre avait décrit, ce qui signifiait que son imagination avait simplement été insuffisante. La maison était une structure basse et solide en blocs de calcaire et planches de cèdre, construite sur une légère élévation du terrain pour que le porche avant capte la brise du sud-ouest en été. Il y avait une grange en meilleur état que la maison, ce qui lui en disait long sur l'homme assis à côté d'elle. Il y avait 3 dépendances en bois dans divers états de réparation, un puits avec une bonne éolienne, un potager qui avait été bêché mais pas encore planté cette saison, et un enclos où plusieurs chevaux se déplaçaient à leur manière lente et privée. Un ouvrier agricole nommé Dick Prudy sortit de la grange quand le chariot s'arrêta. C'était un homme mince et buriné d'environ 50 ans, avec un visage comme du cuir séché au soleil et des yeux qui ne manquaient rien. Il jeta un coup d'œil à Nora et à sa sacoche de médecin, puis regarda Holt avec une expression qui disait plusieurs choses compliquées à la fois. Holt secoua très légèrement la tête, ce qui communiqua apparemment assez, car Dick hocha la tête une fois et retourna à ce qu'il faisait. Nora descendit du chariot et se dirigea vers la maison. Holt la rattrapa pour prendre le bout le plus lourd de sa malle sans qu'on le lui demande, ce qu'elle permit sans commentaire. Ils étaient déjà en train de négocier, pensa-t-elle. C'était prometteur. L'intérieur de la maison était propre, de la manière dont les lieux sont propres quand un homme a fait un véritable effort pour recevoir. Tout était balayé et rangé avec plus de soin qu'à l'accoutumée. Il y avait un poêle en fonte, bon et solide, une table et 4 chaises, une étagère avec quelques livres qui avaient été lus plutôt qu'exposés, un tapis de chiffon tressé sur le plancher. On accédait à la mezzanine par une échelle raide. Tout sentait la résine de pin, la fumée de bois et, faiblement, le bétail. Il y a la mezzanine, dit Holt en posant la malle avec une application qui communiquait clairement qu'ils allaient discuter des détails de leur arrangement. Je ne m'attendais pas à ce que nous discutions des termes de notre... qu'il y aurait un mariage, dit calmement Nora. Oui, je m'en doutais. Je supposais aussi que nous étions tous les deux des adultes et que vous voudriez un peu de temps pour décider si vous voulez vraiment continuer, étant donné que l'arrangement n'est pas ce que vous aviez prévu. Holt cligna des yeux. C'était la 2e fois en une journée que cette femme disait à voix haute ce qu'il essayait de dire sans vraiment le dire. « Et que voulez-vous » demanda-t-il. « Je veux être honnête avec vous, » dit-elle. « Je pense que nous devrions nous asseoir. » Ils s'assirent à la table de la cuisine et elle lui raconta. Sa voix était posée et claire et elle le regardait directement pendant qu'elle parlait. De la manière dont elle avait appris à regarder les patients en annonçant des nouvelles difficiles avec fermeté plutôt qu'avec distance. Car la fermeté était une bonté et la distance n'était que de l'évitement en tenue de soirée. Elle lui parla du docteur Marcus Call, qui avait été son mentor à l'hôpital de Philadelphie et en qui elle avait eu une confiance totale pendant 2 ans. Jusqu'au moment où elle découvrit qu'il soumettait systématiquement son travail sous son nom aux revues médicales, que les articles qui lui avaient valu sa récente nomination comme chef de département étaient ses recherches, ses conclusions, ses mots.
Elle lui dit qu'elle l'avait confronté et qu'il lui avait ri au nez, de la manière dont les hommes puissants rient des vérités qui dérangent, et que lorsqu'elle s'était adressée à l'administration de l'hôpital, on lui avait dit avec une grande courtoisie et très peu d'inquiétude réelle que l'affaire serait examinée. Et qu'en attendant, peut-être, elle pourrait se demander si son poste à l'hôpital convenait bien à son tempérament. On lui avait donné une généreuse indemnité de départ et une lettre de recommandation si soigneusement rédigée qu'elle était essentiellement neutre. Elle lui dit qu'elle avait reçu cette nouvelle en janvier et qu'elle avait passé février et la majeure partie de mars à être en colère à ce sujet dans les petites pièces bien rangées de son logement loué à Philadelphie. Elle lui dit qu'elle avait vu l'annonce en avril et qu'elle y avait répondu non pas parce qu'elle avait fini d'être en colère, mais parce qu'elle avait fini d'être immobile. Quand elle eut fini de parler, la cuisine était silencieuse, à l'exception du vent qui pressait contre la vitre de la fenêtre et du son lointain du bétail dans la plaine. Holt Calloway était assis, les mains à plat sur la table devant lui, les regardant comme s'il vérifiait qu'elles étaient toujours les siennes. Puis il leva les yeux vers elle. « Vous n'avez rien mentionné de tout cela dans votre lettre à l'agence, dit-il. »« Non, acquiesça-t-elle. J'ai mentionné que j'étais instruite, capable et prête à travailler. Tout cela reste vrai. » « Un médecin, dit-il à nouveau, mais différemment cette fois. Moins comme une plainte et plus comme quelqu'un qui teste le poids d'un nouveau mot. Un médecin, confirma-t-elle, qui sait aussi cuisiner, coudre, tenir un livre de comptes et planifier un potager, si c'est le côté pratique qui vous inquiète. Quelque chose traversa son visage qui aurait pu être, dans d'autres circonstances, le début d'un sourire. Il le réprima avec l'aisance d'une longue pratique. « Caldwell n'a pas de médecin, dit-il après un moment. « J'ai remarqué, dit-elle, un autre silence. Dehors, Deke Prouty chantait quelque chose de faux et sans mélodie près de la grange. Le médecin le plus proche est à 35 kilomètres au nord, à Wichita, dit Holt. Je sais ce que 35 kilomètres signifie pour un homme blessé par balle ou une femme en plein accouchement difficile, dit doucement Nora. Holt se frotta la nuque d'une main. C'était un geste qu'elle apprendrait à reconnaître, sa façon particulière d'organiser ses pensées en appliquant une friction aux problèmes tenaces de sa propre incertitude. « Je suppose que nous trouverons une solution, dit-il finalement. Ce n'était pas de la poésie, ce n'était même pas particulièrement rassurant, mais c'était honnête. Et de la part d'un homme qui venait de recevoir une nouvelle qui en aurait renvoyé d'autres directement à la gare, l'honnêteté semblait un point de départ raisonnable. Ils se marièrent 3 jours plus tard. Le prédicateur itinérant, un homme joyeux et rondouillard nommé Josiah Briggs, qui passait par Caldwell toutes les 6 semaines, célébra la cérémonie dans la pièce principale de la maison. Deke Prouty et un ouvrier agricole nommé Teddy Ortega étaient les témoins. Ce ne fut pas une cérémonie élaborée. Il n'y avait pas de fleurs d'oranger. Il y eut du pain de maïs et une marmite de haricots ensuite. Deke sortit une bouteille de whisky remarquablement bon qu'il gardait pour une occasion spéciale et versa 3 doigts pour chacun, y compris Nora. Elle but le sien avec l'efficacité de quelqu'un qui avait utilisé le whisky professionnellement et n'était pas rebuté par le goût. Holt dormit dans la grange pendant les 2 premières semaines, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que cela semblait la chose correcte à faire pour une femme qui prenait encore ses marques dans un endroit étrange, et parce que Holt Calloway et sa malgré sa rudesse de pionnier, avait un code de décence qui lui était propre et qu'il respectait discrètement sans en faire tout un spectacle. Nora passa ses 2 premières semaines à apprendre le ranch. Elle se levait avant l'aube avec la même discipline qui l'avait aidée à traverser ses études de médecine, seule femme de sa promotion de 9 diplômés. Un fait qu'elle n'avait jamais mentionné comme étant remarquable, car pour elle, c'était simplement vrai. Elle préparait le café et les biscuits alors que la lumière était encore grise, et le poêle était allumé et la table mise au moment où Holt rentrait de ses corvées matinales. Elle observait le fonctionnement du ranch, posait des questions directes sans être indiscrète. Elle passait ses après-midi à aménager un petit espace de consultation dans la pièce principale, où elle rangeait le contenu de sa sacoche de médecin avec l'économie prudente de quelqu'un qui comprenait que les fournitures ici ne seraient pas facilement remplacées. 10 jours après son arrivée, la nouvelle s'était répandue dans le comté de cette manière mystérieuse propre aux communautés de la frontière, où les nouvelles voyagent sur le vent et les premiers patients commencèrent à apparaître.
un cowboy d'un ranch voisin avec une main infectée qui avait été ignorée trop longtemps, une fermière de 6 kilomètres à l'est avec une toux qui la tourmentait depuis février, l'apprenti du forgeron avec 3 doigts cassés, mal soigné par lui-même dans un moment d'optimisme déterminé, mais mal informé. Holt observait cela d'une distance prudente, ce qui était en soi une forme d'observation attentive. Il remarqua la façon dont elle parlait à ses patients, sa chaleur pragmatique, la façon dont elle ne parlait jamais avec condescendance ou par détour, mais toujours directement, et toujours avec le respect particulier de quelqu'un qui comprenait que le corps des gens était leur propre affaire et leur propre fardeau, et qu'on lui fasse confiance était un privilège. Il remarqua comment un garçon effrayé d'environ 12 ans se calmait en quelques minutes en s'asseyant en face d'elle. Il remarqua comment Dick Prouty, qui se méfiait de la plupart des gens par principe et de tous les médecins par principe supplémentaire, avait commencé à lui tirer son chapeau quand elle traversait la cour. Il ne tombait pas encore amoureux. Il tombait, pour être précis, dans une sorte d'admiration perplexe, ce qui est parfois ce à quoi ressemble l'amour de l'extérieur avant qu'on ne le reconnaisse pour ce qu'il est. Les ennuis commencèrent fin mai avec l'arrivée des convoyeurs de bétail. Chaque printemps, les transhumances portant du Texas remontaient vers le nord à travers le territoire indien et entraient au Kansas par la piste Chisholm. Et les troupeaux qui atteignaient Caldwell étaient accueillis par des acheteurs, des courtiers et toute l'industrie associée d'hommes avec de l'argent et du bétail au même endroit et même moment. La population de la ville gonflait pendant la saison des transhumances. Et avec ce gonflement venaient toutes les choses que l'argent, l'oisiveté et la proximité d'un saloon produisent de manière fiable. Il y avait une équipe particulière qui campait à l'extérieur de la ville ce printemps-là. L'équipe Vander, du Panhandle du Texas. Des hommes rudes sous une direction encore plus rude, endurcis par la piste et à craindre, comme 2 mois de poussière, de chaleur et de mauvaise eau, rendent n'importe quelle créature à cran. Leur chef de convoi, un homme nommé Cole Vander, était le genre de personne à qui on avait donné de l'autorité trop jeune et qui n'en avait rien appris d'utile depuis. Il avait 28 ans, était large d'épaules, beau d'une manière brute et simple, et absolument certain à tout moment que ce qu'il voulait était ce qui était juste. Nora le rencontra un mercredi après-midi alors qu'elle était venue en ville pour renouveler son stock de quinine au magasin de Garfield. Il était au comptoir quand elle arriva, achetant du tabac et donnant son opinion sur une série de questions locales au propriétaire du magasin, avec la confiance expansive d'un homme qui se considère comme un roi en visite. Il se tourna quand elle entra et la regarda avec ce regard particulier que certains hommes portent aux femmes qu'ils considèrent comme des ressources non accompagnées. Nora lui rendit son regard avec le regard particulier qu'elle réservait aux gens qui devaient revoir leurs a priori. Un regard calme, direct et totalement dépourvu de la rougeur ou du regard baissé qui l'attendait. C'est là, réfléchirait-elle plus tard, qu'elle fit sa première erreur. Non pas dans le regard, qui était tout à fait approprié, mais dans le fait qu'elle n'avait pas anticipé le genre d'homme qui interprète l'indifférence comme un affront personnel. Vander la suivit hors du magasin quand elle partit. Il dit plusieurs choses dans la rue, charmantes au début, puis de moins en moins, suivant la trajectoire prévisible d'un homme à qui on n'a jamais dit non. La conversation attira l'attention car la rue principale de Caldwell en mai n'était jamais vide. Le marshal, un homme calme et compétent nommé Archie Hollister, sortit de son bureau de l'autre côté de la rue et observa avec l'expression de quelqu'un qui était prêt à intervenir si nécessaire, mais qui évaluait actuellement la nécessité. Holt était venu en ville cet après-midi-là pour organiser la collecte de matériel qu'il avait commandé à Wichita. Il entendit la voix de Vander avant de tourner le coin, en reconnut le ton particulier. Il avait fréquenté suffisamment d'élevage de bétail pour connaître les voix de divers types d'hommes. Il tourna le coin pour trouver Nora debout sur le trottoir en bois devant le magasin de Garfield, sa sacoche de médecin dans une main, le dos droit et l'expression parfaitement composée, parlant d'une voix basse et mesurée à Cole Vander pour lui expliquer pourquoi sa compagnie ne l'intéressait pas. Holt s'arrêta de marcher. Il évalua la situation de la même manière méthodique qu'il évaluait tout, ce qui lui prit environ 4 secondes, puis il traversa la rue. Ce qu'il ne fit pas, ce fut d'élever la voix, de dégainer une arme ou de faire une annonce spectaculaire. Il s'approcha simplement de Nora, posa sa main doucement, sans hâte, sur son flanc, et dit à Vander, « Bonsoir, Cole.
Ce sont les courses de ma femme, alors je m'attends à ce qu'elle les termine sans autre conversation. Le mot femme eut un poids considérable dans cette phrase. Ce n'est pas le mot qui résolut la situation, exactement. Vander n'était pas le genre d'homme à être freiné par les conventions sociales quand il voulait quelque chose. Mais c'est le mot qui, combiné à la platitude de la voix de Holt et à la fermeté de son regard, communiqua que le coût de la poursuite de cette conversation venait de changer de manière significative. Vander regarda Holt avec le regard calculateur d'un homme qui décide si un combat vaut ce qu'il lui en coûterait. C'était un homme costaud, mais Holt n'était pas petit. Et plus important encore, Holt avait cette sorte d'immobilité que les hommes qui ont passé des années à manipuler des animaux qui les dépassent de 1000 livres développent par instinct de survie. Une immobilité qui transmet une absence totale d'anxiété quant à ce qui va se passer ensuite. Vander sourit. C'était le sourire d'un homme qui bat en retraite tout en essayant de faire croire qu'il choisit de ne pas avancer, ce qui est une chose entièrement différente. Et toutes les personnes présentes comprirent la différence. Il dit quelque chose de léger et d'insignifiant et se détourna. Nora le regarda partir, puis regarda Holt. « Merci, dit-elle. Je ne l'ai pas fait pour te sauver, dit-il d'un ton neutre. Je l'ai fait parce qu'il te faisait perdre ton temps. » Nora le regarda un instant et sentit quelque chose bouger très doucement dans sa poitrine. Comme une porte qui bouge sur de bonnes charnières, ne s'ouvrant pas en grand, mais n'étant plus fermée tout à fait de la même manière. « Ça, dit-elle, c'est précisément la bonne raison. » Ce soir-là, Holt quitta la grange. Il retourna dans la maison, monta l'échelle jusqu'à la mezzanine et dormit dans son propre lit, sans cérémonie ni discussion. Et le matin, quand Nora descendit de la mezzanine, il y eut une négociation brève, pratique et totalement dénuée de gêne sur les arrangements de couchage, qui se conclut par leur accord mutuel que deux adultes partageant une mezzanine n'était pas un scandale. Elle fit du café et il apporta des œufs du poulailler. Ils prirent leur petit déjeuner dans un silence complice, avec la lumière du matin de la prairie entrant par la fenêtre est et un long barre doré qui se posait sur la table de la cuisine comme des promesses. Le potager fut planté la première semaine de juin. C'était une entreprise commune qu'aucun d'eux n'avait explicitement accepté de rendre commune, mais qui le devint naturellement. De la manière dont les choses se font quand deux personnes occupent le même espace et ont la même tâche devant elles. Holt retourna la terre avec une bêche et Nora le suivit, plantant des graines en rangées soignées. Des herbes médicinales, bien sûr, mais aussi des oignons, des carottes, des haricots, des courges d'été et une rangée de tournesols le long de la clôture sud que Holt regarda avec scepticisme. « Les tournesols ne nourrissent personne, dit-il. Ou elles nourrissent l'esprit, dit-elle, en pressant les graines dans la terre avec le même soin précis qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait de ses mains. L'esprit peut se débrouiller, dit-il, bien qu'il n'ait pas déraciné les graines qu'elle avait plantées. Et 2 mois plus tard, quand les tournesols mesuraient 2,50 m de haut le long de la clôture sud et lançaient leur visage jaune, audacieux et ridicule vers le ciel, il n'en parla pas. Mais elle remarqua qu'il ne passait jamais devant eux sans lever les yeux. Juin et juillet furent pleins et variés et bons. Le cabinet de Nora se développa de manière organique, par le bouche à oreille, comme c'est le cas pour la médecine de frontière. La confiance ne se construit pas par la publicité, mais par le témoignage spécifique de personnes dont la douleur a été reconnue et traitée. Elle mit au monde 2 bébés en juin, un en ville et un dans une ferme à 13 km d'à l'ouest. Une naissance difficile qui nécessita tout ce qu'elle avait appris et une sorte de courage constant qui ne vient pas de l'absence de peur, mais du choix, très délibéré, de ne pas laisser la peur prendre le contrôle. Les 2 mères et les 2 bébés survécurent, ce qui n'était pas garanti en 1879 et ne devait pas être pris à la légère. Holt lui donna l'un des meilleurs chevaux pour ses tournées, un Hongre Bay au nom malheureux de whisky, qu'elle garda car renommer un cheval est une affaire compliquée. Il vérifiait lui-même le harnachement avant ses promenades matinales et ne disait rien à ce sujet quand elle le remarquait, et elle ne disait rien non plus. Mais elle y pensait. Ils parlaient le soir. C'est là, pensa-t-elle plus tard, que tout ce qui était important se passait entre eux. Pas dans les moments dramatiques, pas dans les crises, mais dans les soirées calmes sur le porche après le dîner. Quand la chaleur se relâchait enfin et que les étoiles commençaient à s'accumuler dans le ciel profond du Kansas et qu'il n'y avait rien d'urgent à faire. Ils parlaient de la terre, des prix du bétail, de la situation politique dans le territoire.
Il parlait des Exodusters, ces hommes et femmes noirs affranchis qui arrivaient au Kansas par milliers depuis un an, suivant la promesse de terre et la réalité compliquée, souvent douloureuse, de ce qu'ils trouvaient en arrivant. Nora avait des opinions bien arrêtées à ce sujet, sur l'injustice qui les avait fait venir du Sud, sur les barrières systémiques qu'ils rencontraient même ici, même dans le Kansas libre, sur le fossé entre ce que la terre promettait et ce qu'elle offrait réellement aux gens qui arrivaient sans rien après qu'on leur ait tout pris. Elle disait ces choses avec la franchise de quelqu'un qui avait passé 2 ans dans un hôpital de Philadelphie à soigner des patients pauvres, sans distinction de couleur ou d'origine, et qui avait vu clairement que la qualité de la souffrance d'une personne n'avait rien à voir avec qui elle était, mais tout à voir avec les ressources disponibles pour y remédier. Holt écoutait. Il n'était pas un homme qui écoutait passivement. Il écoutait avec toute son attention, ce que Nora remarqua car elle était médecin, et l'écoute était sa profession, et elle pouvait faire la différence. Il avait ses propres opinions, forgées en grandissant dans le Missouri et en venant à l'Ouest à 19 ans, en travaillant aux côtés d'hommes de tous horizons lors de transhumances où la compétence était la seule monnaie qui comptait. Il n'était pas toujours d'accord avec elle, et il le disait sans colère. Elle répondait sans colère, et ils découvrirent que le plaisir particulier d'être en désaccord de manière réfléchie avec quelqu'un que l'on respecte est l'une des grandes satisfactions sous-estimées des relations humaines. Début août, les ennuis avec Cole Vander reprirent. L'équipe de Vander était restée à Caldwell plus longtemps que la plupart des autres parce que la vente de leur troupeau avait été compliquée par un litige sur le nombre de têtes. Le retard avait été coûteux et humiliant, et Vander buvait par intermittence depuis 2 semaines, se rendant de plus en plus indésirable dans tous les établissements de la ville. Il n'avait pas approché Nora à nouveau depuis l'incident de mai. La présence calme et absolue de Holt avait communiqué assez clairement. Mais il ne l'avait pas oublié, et de la manière spécifique des hommes mesquins, il avait ruminé le souvenir d'avoir été rabaissé et l'avait laissé fermenter en quelque chose de plus laid. Le catalyseur fut un samedi soir et trop de whisky au Rouen bleu, et la cible ne fut pas Nora, et c'est bon, mais Holt. Holt était venu en ville pour des provisions et s'était arrêté au Rouen bleu pour un seul verre, ce qui était son habitude le samedi soir. Une habitude d'exactement un verre qu'il maintenait avec la même précision obstinée avec laquelle il maintenait tout ce qui lui tenait à cœur. Vander était au bar en fin d'après-midi, en compagnie de 2 de ses convoyeurs restants. Et il trouva, dans le raisonnement lâche et dangereux d'un homme qui boit depuis plusieurs heures, que Holt Calloway était la cause spécifique de tous ses récents malheurs. La dispute qui suivit fut brève, et comme c'est le cas pour de telles disputes, ne portait pas vraiment sur ce qui était dit. Holt dit très peu de choses. Vander en dit beaucoup, y compris plusieurs choses sur Nora que Holt entendit avec une immobilité qui était, si l'on savait quoi chercher, l'immobilité spécifique d'un homme qui tient en laisse très courte une réaction très forte. Le coup de poing vint de Vander, et il toucha sa cible, ce qui surprit légèrement Holt car il l'avait anticipé, mais avait mal jugé l'angle. Il recula contre le bord et se redressa immédiatement. La bagarre qui suivit fut courte, pas particulièrement élégante, et se termina avec Vander au sol et ses 2 compagnons décidant que leur implication n'allait pas améliorer la situation. Le Marshal Hollister arriva avant que quelque chose de pire ne se produise. Vander fut arrêté pour trouble à l'ordre public et gardé pour la nuit. Holt rentra chez lui avec les jointures écorchées, une coupure au-dessus du sourcil gauche et une côte fêlée du côté droit qu'il découvrit en prenant une profonde inspiration à l'extérieur du Rouen bleu et en sentant la protestation désagréable et spécifique du cartilage meurtri. Nora était sur le porche quand il remonta le chemin vers la maison. Il était près de 10 heures, les étoiles brillaient dans leur extravagance d'août. Elle lisait à la lumière de la lampe à huile qu'elle avait emportée dehors. Elle leva les yeux quand elle entendit ses pas, puis regarda plus attentivement quand elle vit sa façon de marcher. Elle posa son livre et alla vers lui sans se presser. Elle approcha la lampe pour voir son visage et fit son évaluation avec la même efficacité calme avec laquelle elle évaluait tout. « Assieds-toi, dit-elle. »« Ça va, dit-il. »« Assieds-toi, Holt. » Il s'assit sur les marches du porche et elle nettoya la coupure au-dessus de son œil avec de l'eau et un morceau de tissu propre, plaçant la lampe entre eux pour pouvoir voir ce qu'elle faisait. Et il resta immobile sous ses mains, avec la même patience qu'un bon cheval reste immobile pour des choses qu'il n'apprécie pas particulièrement, mais qu'il comprend nécessaires.
La côte, dit-elle quand elle eut fini avec son œil. Comment as-tu su pour la côte? Demanda-t-il. Tu respires environ 20% moins profondément du côté droit que du gauche, dit-elle. Il la regarda. Elle lui rendit son regard, professionnellement composé, tenant un petit rouleau de bandage en tissu. Il enleva sa chemise avec l'air résigné d'un homme qui a décidé que discuter avec un médecin est à peu près aussi productif que de discuter avec la météo. Et elle lui banda les côtes avec la compétence efficace de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Ses mains étaient instables, prudentes et chaudes, et la nuit était immense et silencieuse autour d'eux. Et Holt Calloway resta très immobile sur les marches de son propre porche, sous un ciel du Kansas plein d'étoiles, et comprit avec une clarté presque saisissante dans sa complétude qu'il était amoureux de sa femme. Il ne le dit pas encore. C'était en août, ils étaient mariés depuis 4 mois, et il y avait des choses qui devaient être dites dans le bon ordre, et il n'avait pas encore déterminé le bon ordre. Mais il le savait avec le même genre de certitude profonde avec laquelle il savait quand un orage approchait ou quand un cheval était sur le point de s'emballer. La connaissance qui vit sous la pensée, dans le corps, dans le battement régulier du cœur contre la poitrine. Ce qu'il dit quand elle eut fini de lui bander les côtes et se recula pour examiner son travail fut « Merci. »« De rien, dit-elle. Puis, après une pause, « Cole Vander. Il sera chez le Marshall Hollister pour la nuit, dit Holt. Et demain? Demain, son bétail est vendu et il quitte Caldwell. Holt fit une pause. Je m'attends à ce qu'il ne revienne pas. Nora hocha la tête. Elle plia le bandage supplémentaire avec les mouvements nets et automatiques d'une femme dont les mains connaissaient le travail sans instruction. Elle regarda la prairie sombre un instant avec l'expression de quelqu'un qui considère plusieurs choses à la fois. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle, « de commencer une bagarre pour ce qu'il a dit. »« Je ne l'ai pas commencé, » dit Holt. « C'est lui. »« Mais tu aurais pu partir. »« Oui, » acquiesça Holt. « J'aurais pu. » Nora le regarda. Il lui rendit son regard. La lampe projetait une lumière chaude entre eux, et la nuit pressait de tous côtés. Il y a un silence différent de leurs autres silences, chargé comme l'air avant un éclair, pas menaçant mais vivant. « Va te coucher, » dit-elle finalement, « et essaie de ne pas te tourner sur le côté droit. » Elle rentra. Il resta sur les marches quelques minutes de plus, regardant les étoiles, puis il la suivit. Septembre arriva, et avec lui le début du tournant vers la récolte. Les jours étaient encore dorés, mais les matins portaient une morsure de ce qui allait venir. L'élevage de bétail se dirigeait vers son rythme d'automne et Holt était occupé d'avant l'aube à après la tombée de la nuit par le travail de la saison. Mais il découvrit qu'il y avait maintenant un principe organisateur dans ses journées qui n'existait pas auparavant. Le petit déjeuner qui était toujours prêt. Le dîner qui était parfois prêt et parfois nécessitait sa participation parce que Nora avait été en visite jusqu'au soir. Les soirées sur le porche qui commençaient à prendre une forme qui semblait permanente, qui ressemblait à une vie plutôt qu'à un arrangement. Il lui apporta des fleurs sauvages une fois. Il ne l'avait pas fait consciemment ou avec préméditation. Il parcourait la ligne de clôture à la limite est du ranch et avait traversé un bouquet de solidages de fin de saison et d'asters des prairies qui étaient particulièrement brillants dans la lumière de septembre. Et il avait simplement, sans vraiment le décider, cueilli une poignée et les avait ramenés à la maison, les plaçant dans une vieille tasse en fer blanc remplie d'eau sur la table de la cuisine. Il était à la grange quand elle rentra de sa tournée de l'après-midi et les trouva. Il la regarda à travers la porte de la grange, ce qui n'était absolument pas ce qu'il avait l'intention de faire, se dit-il, et absolument ce qu'il faisait. Il la vit passer la porte d'entrée de la maison, s'arrêter, regarder les fleurs dans la tasse en fer blanc sur la table et rester immobile un instant, la main posée contre le cadre de la porte. Puis elle entra et il retourna au cheval sur lequel il était censé travailler. Ce soir-là, elle posa un petit aster pressé sur la table à côté de son assiette sans commentaire. Il le regarda, elle le regarda, et ils mangèrent leur dîner dans la chaleur de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore mis en mots, mais que tous deux comprenaient parfaitement. Le moment où les mots arrivèrent ne fut pas le moment romantique que les livres de contes auraient arrangé. Parce que la vie n'est pas un livre de contes et que la frontière n'est pas un décor de théâtre. Et la chose qui amena Holt Calloway, au moment de prononcer les mots les plus importants de sa vie d'adulte, fut un serpent à sonnette.
Il réparait une section de clôture dans le pâturage ouest par un matin chaud d'octobre. Il travaillait seul car Dick et Teddy déplaçaient le bétail vers le pâturage sud. L'herbe était encore assez longue à la base du poteau de clôture pour qu'il ne voie pas le serpent avant qu'il ne s'enroule. Et le temps que son corps achève le mouvement instinctif de recul, il était déjà trop tard. La morsure fut rapide et basse, et l'atteignit à l'intérieur de son mollet droit, au-dessus de sa botte. La douleur fut immédiate et spécifique, et il sut exactement ce que c'était. Il tua le serpent avec le maillet à poteau de clôture, ce qui était la chose logique à faire. Il s'assit par terre parce que s'asseoir valait mieux que tomber. Il regarda la morsure, deux marques de perforation nettes qui commençaient déjà à enfler. Il pensa à la distance jusqu'à la maison du ranch et à la distance jusqu'à la ville, et fit ses calculs avec la rigueur systématique d'un homme qui a été seul sur la frontière assez longtemps pour savoir que la panique est le luxe le plus cher qui soit. Atteindre son cheval nécessita de parcourir 45 mètres sur une jambe déjà chaude et qui commençait à se raidir. Ce ne furent pas 45 mètres agréables, mais il y parvint, monta en selle et dirigea le cheval vers la maison du ranch à une allure contrôlée. Car galoper aurait augmenté son rythme cardiaque, et son rythme cardiaque faisait déjà ce que l'adrénaline lui ordonnait, et ce n'était pas utile. Il arriva dans la cour, il appela Nora et elle sortit de la maison immédiatement, traversant vers lui d'un pas rapide qui était presque une course. Il dit très calmement « Serpent, mollet droit, il y a environ 20 minutes ». Elle était déjà à sa jambe avant qu'il n'ait fini sa phrase. Ce qui se passa dans les 40 minutes suivantes fut la chose la plus impressionnante que Holt ait jamais vue en 41 années de vie. Plus tard, en y repensant, il essaierait de trouver les mots pour le décrire et conclurait que ce qu'il avait vu était la maîtrise. La maîtrise spécifique et acquise de quelqu'un qui s'est préparé si minutieusement à quelque chose que lorsque le moment arrive, la préparation devient action. Il n'y eut aucune hésitation. Il n'y a que la séquence rapide et certaine de quelqu'un qui savait exactement ce qui devait se passer, dans quel ordre, et qui le faisait avec l'engagement total et absolu de tout son être. Elle le fit entrer et le mit sur la table de la cuisine. Il objecta une fois, mais elle continua simplement à bouger et il se retrouva sur la table de la cuisine. Elle coupa la jambe de son pantalon de la cheville au genou, nettoya le site de la morsure et évalua l'écartement des crocs, la progression de l'enflure et la coloration des tissus autour des perforations. Elle vérifia son pouls, sa respiration, la couleur de ses lèvres. Elle lui posa plusieurs questions sur ce qu'il ressentait. Ses réponses furent calmes et honnêtes, car il était malgré tout assez lucide pour savoir que mentir à son médecin quand son médecin essaie de vous maintenir en vie est contre-productif. Elle avait de l'antivenin de serpent à sonnette. Elle l'avait apporté de Philadelphie parce qu'elle avait lu tout ce qui était disponible sur la médecine de frontière avant de venir à l'Ouest. Elle avait lu les rapports des médecins du territoire sur la mortalité par morsure de serpent et avait emballé de l'antivenin dans sa sacoche de médecin avec la même prévoyance avec laquelle elle emballait tout. Non pas parce qu'elle s'attendait à en avoir besoin, mais parce que le coût de ne pas en avoir était trop élevé pour prendre le risque. Elle administra le traitement avec une précision parfaite, suréleva sa jambe, lui donna du laudanum pour la douleur dans une dose qu'elle mesura en fonction de son poids, de ses symptômes et d'une douzaine d'autres facteurs qu'elle calculait simultanément. Et elle s'assit à côté de la table de la cuisine pendant les 3 heures suivantes et le surveilla avec la patience de quelqu'un qui comprend que la médecine, c'est surtout de l'attente, et que la qualité de votre attente est ce qui détermine si le patient vous fait assez confiance pour laisser votre traitement agir. La fièvre monta vers midi et baissa en milieu d'après-midi. Elle appliqua un cataplasme sur le site qui réduisit l'enflure d'une manière que Holt, malgré l'inconfort considérable des heures suivantes, put reconnaître comme remarquable. Le soir, il était mal à l'aise plutôt qu'en crise, ce qui n'était pas la même chose que d'aller bien, mais était substantiellement mieux que l'alternative. Il était allongé sur la table de la cuisine avec une couverture pliée sous la tête, sa jambe droite surélevée sur une caisse en bois et une tasse de tisane d'écorce de sol que Nora lui avait mise dans les mains. Car elle comprenait la relation spécifique entre la douleur et le repos, et le peu de repos qu'une personne obtient quand elle a suffisamment mal pour l'en empêcher. Elle était assise sur la chaise à côté de la table, écrivant dans son journal médical à la lumière de la lampe, comme elle le faisait pour chaque cas important. Sa plume se déplaçait en traits rapides et soignés,
enregistrant tout. Il la regarda un moment à la lumière de la lampe. Son visage en concentration était un visage différent de son visage en conversation. Il était plus privé, plus intérieur, le visage qu'une personne ne montre que lorsqu'elle a oublié qu'elle est observée. Nora, dit-il, elle leva les yeux de son journal. Je serai mort, dit-il. Ce n'était pas une déclaration conçue pour faire de l'effet. Il le dit de la manière dont il disait tout, simplement parce que la simplicité était ce qu'il savait faire. Parce qu'il avait découvert en 31 ans que la simplicité était généralement suffisante et généralement honnête. Possiblement, dit-elle. Les morsures de serpents à sonnette ne sont pas toujours mortelles, même sans traitement. Mais avec l'emplacement et la quantité de venin, oui, c'était sérieux. Tu m'as sauvé la vie, dit-il. Elle posa sa plume et le regarda attentivement. Oui, dit-elle, je pense que oui. J'ai dit une chose stupide, lui dit-il, à la diligence quand j'ai dit que j'avais commandé une épouse et non un médecin. L'expression de Nora changea à la lumière de la lampe. Quelque chose la traversa qu'elle ne réprima pas assez vite. Quelque chose composé de beaucoup de choses. Le soulagement, la tendresse, et quelque chose qui aurait pu être le bord brillant des larmes si elle était le genre de personne à laisser les larmes être la première réponse aux choses qui l'émouvaient, ce qu'elle n'était pas. Mais le sentiment était là. Tu as dit une chose honnête, dit-elle. Tu as dit ce que tu pensais. C'était quand même stupide, dit-il. C'était ce que c'était, dit-elle. Nous avons dépassé ça. Je veux dire autre chose, dit-il. Elle attendit, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur son visage. Je t'aime, dit Holt Calloway. Sa voix était égale et ses yeux clairs, et il le dit de la manière dont il disait tout, directement, sans ornement, sans recul. Ça fait 2 mois que je réfléchis à la façon de le dire, et je n'ai pas trouvé de meilleure façon de le dire que ça. Je t'aime et je suis désolé qu'il ait fallu un serpent à sonnette pour que je le dise. La pièce était très silencieuse. Puis Nora Ellison, qui avait grandi dans une famille de scientifiques, avait fait des études de médecine et avait toujours trouvé que le chemin le plus direct entre 2 points était une ligne droite, dit « Je t'aime aussi. J'attendais que tu le dises en premier parce que je pensais que tu avais besoin de plus de temps et j'essayais d'être patiente, ce qui ne m'est pas naturel. » Holt la regarda avec une expression nouvelle sur son visage, ouverte d'une manière qu'elle n'avait pas encore vue. Toute la réserve prudente repliée comme un volet laissant entrer la lumière du matin. « Tu aurais pu le dire en premier, dit-il. Je sais, dit-elle. J'essayais d'être stratégique. Et ça a marché comment pour toi? Mal, admit-elle. Mais nous sommes arrivés au même endroit malgré tout. Il tendit la main et prit la sienne là où elle reposait sur l'accoudoir de la chaise. Elle le laissa faire et sa prise était chaude, ferme et prudente. La prise d'un homme qui connaît sa propre force et choisit en ce moment la douceur. Il y a toujours la question du fait que je sois médecin, dit-elle. Il n'y a plus de question, dit-il. Il y a seulement ma femme qui est médecin, qui m'a sauvé la vie aujourd'hui et avec qui j'ai l'intention d'être marié pendant très longtemps. Nora sourit. C'était le premier sourire complet et sans réserve qu'il voyait d'elle. Le genre qui impliquait tout son visage, atteignait ses yeux, changeait toute l'architecture de son expression. Et c'était, pensa-t-il, peut-être la meilleure chose qu'il ait jamais vue de sa vie, y compris les plus beaux couchers de soleil sur les plaines du Kansas et l'or particulier des hautes herbes en octobre. Il se rétablit complètement la semaine suivante. Il n'était pas un patient. Elle s'en était doutée et avait eu raison. Gérer sa tendance à se considérer guéri avant de l'être réellement nécessita sa plus grande fermeté de médecin, déployée avec l'humour sec qu'elle avait découvert être l'outil le plus efficace pour le gérer. Car le sens de l'humour de Holt Calloway était discret mais authentique, et il y répondait mieux qu'à la confrontation directe. Elle lui dit le 3e jour que s'il tentait de monter en selle avant qu'elle ne l'y autorise, elle le dirait à Dick. Et comme Dick avait apparemment veillé sur Holt avec l'inquiétude d'un homme qui n'est pas à l'aise avec l'inquiétude et l'exprimait par une surveillance irritée, cette menace fut efficace. Il fut autorisé à une activité légère le 5e jour, à monter à cheval le 8e, et à la fin d'octobre, il était de retour à pleine capacité avec une cicatrice sur le mollet droit qu'il regardait de temps en temps sans rien dire. La ville de Caldwell commença à comprendre cet hiver-là ce qu'elle avait gagné. Nora établit un véritable cabinet dans la maison en novembre. Avec l'aide de Holt, ils réaménagèrent la pièce principale et construisirent des étagères supplémentaires.
Il se rendait à Wichita et ramena les fournitures médicales qu'elle avait commandées, gérant l'achat avec la même attention minutieuse aux détails qu'il appliquait à tout ce qu'il faisait pour elle. Ce qui était maintenant tout ce qu'il faisait, en ce sens qu'elle était devenue le fait organisateur de sa vie, et il ne s'en excusait pas. Au cours de l'automne, elle avait traité une douzaine de cas importants et géré le double de cas mineurs. Elle avait mis au monde 4 bébés et avait géré fermement et avec succès une épidémie de diphtérie dans une famille de fermiers au nord-est de la ville, les atteignant à temps. Car elle s'était entraînée à ne jamais ignorer un premier rapport de problème, ayant appris de ses années à Philadelphie que l'attention précoce prévient de la catastrophe tardive. L'adjoint du Marshal avait dit au Marshal Hollister, qu'il avait dit au maire, qu'il avait dit à tous ceux qu'il rencontrait, que le médecin du ranch Callaway était la meilleure chose qui soit arrivée au comté depuis la liaison ferroviaire avec Wichita. Deke Prouty, qui était arrivé à sa propre opinion par son propre chemin, avait dit à Teddy Ortega un matin dans la grange que Madame Callaway leur survivrait à tous, ce que Teddy comprit comme un compliment significatif venant de Deke. La première neige arriva en novembre, légère et sèche, saupoudrant la prairie d'une manière qui est belle si vous êtes à l'intérieur et problématique si vous ne l'êtes pas. Holt rentra des corvées de l'après-midi, avec le froid encore sur lui, et Nora avait de la soupe sur le poêle. Elle avait appris ses préférences en 6 mois et faisait des ajustements qu'elle n'annonçait pas. C'était sa façon de communiquer des choses qui semblaient trop domestiques pour être dites directement, ce qui était en soi une sorte de tendresse dont elle ne se savait pas capable auparavant. Ils mangèrent ensemble dans la cuisine chaude, avec la neige qui passait devant la vitre et la lampe à huile qui rendait tout ambré et intime. Après le dîner, il sortit le jeu de cartes usé qui se trouvait sur l'étagère à côté des livres et ils jouèrent au cribbage. Elle le lui avait appris en octobre, quand il se remettait et avait besoin d'occuper ses mains. Il était devenu, nota-t-elle, un très bon joueur de cribbage en peu de temps, ce qui ne la surprit pas. Car elle avait découvert que Holt Callaway était bon dans tout ce qu'il décidait d'être bon. Et il avait décidé d'être bon au cribbage parce que cela lui donnait une raison légitime de s'asseoir en face d'elle pendant 1 heure chaque soir. Elle marqua 3 points et le regarda par-dessus le plateau de jeu. Il la regardait avec ce regard particulier et stable qu'elle avait appris à comprendre comme signifiant qu'il était sur le point de dire quelque chose qu'il préparait depuis un moment. « Quoi? » dit-elle. « Je vais agrandir la maison au printemps prochain, dit-il. Ajouter une vraie pièce pour ton cabinet, avec une entrée séparée depuis la route pour que les patients n'entrent pas par notre cuisine. » Nora posa ses cartes. « Tu y penses depuis un moment, dit-elle. »« Depuis octobre, confirma-t-il. J'ai dessiné quelques plans, ils sont sommaires. » Il se leva et apporta un morceau de papier plié de l'étagère. Le papier était couvert de lignes au crayon, de la main soignée et mesurée d'un homme qui avait appris le dessin d'architecture par l'observation attentive des structures que la nécessité pratique produit sur la frontière. Les plans étaient, comme il l'avait dit, sommaires, mais ils étaient réfléchis. Il avait pensé à la lumière, à l'accès, à la relation entre le nouvel espace et les pièces existantes. Il avait laissé de la place pour une salle d'attente. Nora étudia les plans pendant un long moment. Il se rassit et la regarda les regarder. Il y avait dans son regard une qualité patiente et un peu vulnérable. Le regard d'une personne qui a créé quelque chose et l'a apporté à quelqu'un qui lui est cher et dont l'opinion compte assez pour être angoissante. « C'est très bien, dit-elle. » Il expira légèrement. « Je voudrais mettre la salle des fournitures du côté nord, dit-elle, pour qu'elle reste plus fraîche en été. Certains médicaments sont affectés par la chaleur. »« C'est logique, dit-il immédiatement. Et cette salle d'attente, j'aimerais une fenêtre du côté est si on peut le faire. »« On peut le faire, dit-il. » Elle le regarda par-dessus les plans. « Holt, dit-elle. »« Oui, c'est une très grande chose que tu fais. »« Tu es ma femme, dit-il simplement. Ton travail est important. Il est important pour toi et il est important pour beaucoup de gens qui, autrement, n'auraient personne. Construire un meilleur espace pour cela n'est pas une grande chose. C'est la chose correcte à faire. » Nora baissa de nouveau les yeux sur les plans et il vit, juste brièvement, que la qualité particulière de son calme avait changé. Qu'elle retenait quelque chose avec l'effort concentré que font les gens quand ils sont émus et ne veulent pas être vus émus. Ce qui lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur l'importance de son geste.
Il tendit la main par-dessus la table et la posa légèrement sur la sienne. Elle retourna sa main, serra ses doigts, tint un instant, puis lâcha et ramassa ses cartes. À toi de donner, dit-elle. Il distribua les cartes avec un petit sourire privé qu'elle ne vit pas, car elle regardait sa main. Et il était très content qu'elle ne le voie pas. Car il y a des sentiments qu'il vaut mieux garder entre un homme et lui-même, du moins jusqu'à ce qu'on ait vécu avec eux assez longtemps pour qu'ils prennent pleinement forme. L'hiver dans les plaines du Kansas en 1879 était redoutable, de la manière spécifique et implacable dont les plaines sont redoutables. Pas le froid dramatique et montagneux du Grand Nord, mais un froid soutenu et envahissant qui s'installait dans les eaux de la terre et de ses habitants avec la patience de quelque chose qui n'a nulle part où aller. Les congères arrivèrent en janvier et la température chuta à des niveaux qui transformaient la peau exposée en douleur en quelques minutes et faisaient de chaque tâche extérieure nécessaire un exercice d'endurance méthodique. Le cabinet de Nora ralentit au cœur de l'hiver, comme c'était le cas pour tous les médecins de la frontière, car voyager dans des conditions de blizzard était une négociation entre la nécessité et la survie que la plupart des familles géraient en restant à la maison et en endurant. Mais il y avait encore des appels, et elle les faisait pour les cas vraiment urgents. Elle les faisait quel que soit le temps, émitouflée dans plusieurs couches et montée sur Whisky, qui s'était avéré être un meilleur cheval de temps froid que son nom ne le suggérait, naviguant dans les congères avec une compétence solide et expérimentée. Holt n'interdisait pas ses promenades hivernales. Il ne fonctionnait pas sur le principe de l'interdiction, ce que Nora avait identifié très tôt comme l'une de ses qualités les plus attrayantes. Ce qu'il faisait, c'était de l'accompagner lors des nuits vraiment dangereuses, sans discussion. Il apparaissait simplement avec son propre cheval scellé quand elle se préparait à partir, ne disant rien à ce sujet, n'acceptant aucun argument. Elle découvrit, après la première fois, qu'elle n'avait pas particulièrement envie de discuter. Il y avait un réconfort spécifique à chevaucher dans l'obscurité de janvier avec quelqu'un à ses côtés en qui on avait une confiance totale. Quelqu'un dont la présence ne nécessitait ni explication ni gestion, qui était simplement là. Ils rentrèrent d'un accouchement difficile fin janvier, une ferme à 13 kilomètres au sud. Une jeune mère de 19 ans qui était restée seule avec sa première grossesse trop longtemps avant que quiconque ne pense à envoyer un message. Ils rentrèrent à travers 60 centimètres de neige dans le noir, le souffle de Nora se condensant à la lumière de la lampe. Les deux chevaux exhalaient de la vapeur dans l'air froid. Et le bébé qu'ils avaient laissé derrière eux était vivant, et la mère était vivante, et c'était tout. Holt prit les chevaux, et elle rentra pour raviver le feu. Et quand il revint de la grange, elle avait du café chaud et sa chaise tirée près du poêle. Il s'y assit avec l'épuisement particulier de quelqu'un qui a eu froid trop longtemps. Elle s'assit dans sa propre chaise et ils burent leur café à la lueur du feu, sans rien dire du tout pendant un long moment. Et c'était le meilleur genre de silence. Le silence de deux personnes qui sont si profondément ensemble que les mots sont superflus. « Tu as fait un travail extraordinaire ce soir, dit-il finalement. Elle enroula ses mains autour de sa tasse. C'est la mère qui a fait un travail extraordinaire. J'ai juste géré les détails. Ça, dit-il, c'est une façon très modeste de décrire ce que je t'ai vu faire. Je suis médecin. Gérer les détails, c'est mon travail. Nora. Elle le regarda. Je suis fier de toi, dit-il. Je ne le dis pas de manière qualifiée ou partielle. Je suis complètement et simplement fier de toi. Elle resta silencieuse un moment. Le feu crépita doucement. Tu es la première personne dans ma vie professionnelle qui m'ait dit ça et les pensé sans réserve, dit-elle. Alors ils étaient tous des imbéciles, dit-il. Elle sourit au feu. Il la regarda sourire. La pièce était chaude et le monde extérieur était blanc, gelé et immense. Et à l'intérieur de la petite maison sur la prairie du Kansas se trouvait tout ce qui valait la peine d'être eu. « Viens ici, dit-il. » Elle le regarda, un sourcil légèrement levé, l'expression qu'elle déployait quand quelque chose nécessitait une évaluation. « Viens t'asseoir avec moi, dit-il de la manière simple et directe, qui était sa voix quand il ne faisait pas attention. Tu as eu froid pendant 3 heures, il y a assez de place, et j'aimerais que tu sois à côté de moi. » Elle se déplaça vers sa chaise. Il y avait en effet assez de place si elle s'asseyait le dos contre son flanc, son bras autour d'elle, le feu devant eux et le café chaud dans ses mains. Elle s'installa contre lui et il était chaud, de cette manière spécifique et profonde
dont les hommes grands et bien bâtis sont chauds, comme une bonne pierre qui garde le soleil après la tombée de la nuit. Et elle se détendit avec le lent relâchement de tension qui est différent de la fatigue ordinaire, car il vient de l'intérieur, du desserrement d'une garde qui a été maintenue pendant très longtemps. Il pressa ses lèvres sur ses cheveux, très doucement, sans annonce. « Je t'aime, dit-il dans le haut de sa tête. Chaque jour plus que la veille. Chaque jour plus que la veille, lui répondit-elle, retournant les mots pour qu'ils soient aussi les siens. Et ils restèrent assis ensemble avec le feu, l'hiver et le poids de tout ce qui était derrière eux et devant eux. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était la chose qui, quand on la trouve, donne un sens rétrospectif à tous les chapitres précédents de sa vie. Car sans eux, on n'aurait pas été exactement la bonne personne pour arriver à exactement cet endroit. Le printemps revint, comme il le fait toujours dans les plaines. Pas doucement, mais avec conviction, arrivant d'un seul coup avec une semaine de pluie douce suivie d'une explosion de verre si complète que le monde semblait s'être repeint pendant la nuit. Le potager fut planté plus tôt cette année, avec beaucoup plus de tournesol que l'année précédente, que Holt planta lui-même sans commentaire. Pendant ce temps, Nora plantait les herbes médicinales dans leurs rangées soignées et ne dit rien non plus. Car certaines conversations se mènent mieux en graines qu'en mots. La nouvelle annexe de la maison fut commencée en avril. Holt engagea 2 hommes de la ville pour aider à la construction, un charpentier nommé Albert Frey et son apprenti, un jeune homme de 20 ans nommé Will Stokes. Et Nora regarda la structure s'élever au cours de 3 semaines avec un sentiment qu'elle ne put identifier tout à fait jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse comme étant, à la base, le sentiment de permanence. Elle ne visitait pas cet été. Elle n'était pas un arrangement temporaire et contingent. Elle était là, en pierre, en bois et en planches de cèdre, aussi ancrée à cet endroit spécifique de la prairie du Kansas que l'éolienne au-dessus du puits et les murs de calcaire de la grange. Le cabinet fut achevé en mai et ouvert aux patients en juin. Et le premier patient à passer par la nouvelle porte-fenêtre orientée à l'est fut le vieux Amos Kettner, le maréchal Ferrand. Il avait un genou qui refusait de coopérer depuis l'automne précédent et était profondément sceptique quant à l'intervention médicale, mais avait été persuadé par sa femme, qui était profondément pratique. Nora examina le genou avec son soin minutieux et sans hâte, prescrivit un traitement qui comprenait une attelle, une poudre de salicylate et l'instruction spécifique de ne pas s'appuyer dessus pendant 2 semaines. Elle le renvoya chez lui avec assez de poudre pour gérer la douleur immédiate et un rendez-vous de suivi dans 10 jours. Il revint 10 jours plus tard et rapporta, avec la satisfaction bourrue d'un homme qui n'aimait pas avoir tort dans son scepticisme mais allait faire face aux faits tels qu'ils se présentaient, que le genou était amélioré à 90%. Il le dit à tous ceux qu'il connaissait, c'est-à-dire à tout le monde à Caldwell. En juillet, 2 ans après que Nora soit descendue de la diligence avec sa sacoche de médecin, ses yeux gris et stables et son désintérêt total à être dirigée, elle se tenait dans la cuisine un chaud dimanche matin et annonça à Holt qu'elle était enceinte. Il était au poêle, s'occupant du bacon. Il se détourna immédiatement et la regarda vraiment, avec ce regard de pleine attention qui était son don particulier. Et l'expression sur son visage était celle qu'elle avait appris à aimer le plus, l'expression ouverte, sans réserve, celle qui n'avait rien derrière elle que ce qu'elle semblait être. Il traversa la cuisine en 2 enjambées et prit son visage dans ses mains avec précaution, comme si elle était quelque chose de grande valeur, ce qu'elle était. Et il ne dit absolument rien pendant un moment, la regardant simplement, et elle vit ses yeux briller d'un sentiment pour lequel il n'allait pas s'excuser. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il. « Je suis très heureuse, dit-elle. Il l'embrassa. « Moi, je non pas les baisers mesurés et prudents d'un homme qui se surveille toujours à moitié, mais le genre complet et entier. Le genre qui dit tout à la fois et ne nécessite aucune traduction supplémentaire. Et elle lui rendit son baiser avec la plénitude de tout ce qu'elle ressentait, ce qui était considérable, ce qui était vaste, ce qui était tout. Il fut extrêmement attentif pendant la grossesse, ce qui nécessita de la gestion car Nora était dans la position spécifique d'un médecin qui était son propre patient le plus gênant. Elle savait exactement ce qui se passait dans son corps et elle avait des opinions bien arrêtées sur les niveaux d'activité appropriés.
Holt avait des opinions bien arrêtées sur le fait qu'elle ne devait pas soulever d'équipement lourd. Et ces deux ensembles d'opinions se croisaient à des angles inattendus tout au long de l'été et de l'automne. Ils négociaient. Ils négociaient toujours. C'était l'un des grands plaisirs pratiques de leur mariage. Le fait qu'ils défendaient tous deux leur position avec conviction et pouvaient être en désaccord sans que le monde ne s'écroule. Et ils pouvaient généralement arriver par l'application directe de l'honnêteté à un endroit meilleur que celui où chacun d'eux avait commencé. Elle continua à avoir des patients pendant sa grossesse, avec des ajustements dans les derniers mois. Deke prit en charge les visites les plus éloignées du ranch en tant qu'escorte lorsque Holt était occupé par le travail du bétail d'automne. Un devoir qu'il accomplissait avec un dévouement silencieux et l'expression particulière d'un homme qui fait quelque chose qu'il trouve significatif et le niera jusqu'à son dernier souffle. La femme de Teddy Ortega, une femme chaleureuse et capable nommée Francesca, qui avait grandi dans une famille d'éleveurs du territoire du Nouveau-Mexique, devint la compagne de Nora dans les dernières semaines de sa grossesse. Non pas parce que Nora demandait de la compagnie, c'est un moment indiqué qu'au chien de pas mis, mais parce que Francesca avait eu deux enfants et comprenait, avec la connaissance spécifiquement féminine des mères expérimentées, que la compagnie dans les dernières semaines n'est pas un luxe, mais une forme de sagesse pratique, et que la meilleure forme de compagnie est celle offerte sans chichi ni fanfare. Le bébé arriva en décembre, par une nuit froide et claire, où les étoiles étaient assez brillantes pour s'orienter et où l'éolienne chantait dans le vent du nord-ouest. Il arriva à la manière des premiers bébés, pas facilement, pas rapidement, mais avec une détermination têtue et finale que ses parents reconnaîtraient plus tard comme caractéristique. Francesca assista à l'accouchement et Holt, après une brève négociation initiale pour savoir s'il resterait dans la pièce, qui se termina par Nora indiquant clairement qu'elle le voulait là et que ce qu'elle voulait allait se produire, Holt resta dans la pièce. Il se tenait près d'elle, lui tenant la main quand elle en avait besoin et faisant exactement ce qu'on lui demandait et rien d'autre. Ce qui était, pensa-t-elle dans l'intervalle clair et rationnel entre deux contractions, exactement ce dont elle avait toujours eu besoin de la part d'une autre personne et n'avait pas réussi à trouver avant lui. Le bébé était un garçon, né juste après minuit avec une bonne voix forte et le regard particulier des nouveau-nés qui viennent de terminer un énorme projet et veulent que tout le monde le sache. Il fut placé dans les bras de Nora et elle le tint avec les mains qui avaient mis au monde 4 douzaines de bébés au cours des 2 dernières années. Elle sentit la différence radicale entre tenir l'enfant de quelqu'un d'autre et tenir le sien. Elle le sentit dans la moelle de ses os, au centre de sa poitrine, à l'endroit où vivait tout son calme professionnel et qui n'avait rien à dire à ce sujet. Holt s'assit sur le bord du lit et regarda son fils. L'expression sur son visage était si sans défense, si complètement ouverte, que Nora tendit sa main libre et prit la sienne. Il la serra, se pencha et posa son front contre ses cheveux pendant un long moment. Aucun d'eux ne dit rien car il n'y avait rien à dire que le moment ne disait déjà plus complètement que les mots ne pourraient le faire. Ils appelèrent le garçon James, James Calloway, d'après le père de Holt, qui était mort quand Holt avait 12 ans et qui avait été, d'après tous les récits que Holt lui avait faits lors de leur soirée sur le porche, un homme bon et honnête qui avait travaillé une terre dure avec un cœur volontaire. Nora pensait que c'était un bon nom, fort mais pas lourd, un nom dans lequel un garçon pourrait grandir ou dont il pourrait se détacher comme il le choisirait. Deke tint James le deuxième jour de sa vie et le regarda avec une expression de terreur complète qui se transforma très lentement en quelque chose ressemblant à de l'admiration. Il le rendit à Nora après environ 90 secondes et dit d'un ton bourru que c'était un beau garçon. Ce qui, de la part de Deke, était essentiellement une déclaration de dévastation émotionnelle. Nora le remercia avec un visage impassible qu'elle maintint jusqu'à ce qu'il soit retourné dehors, moment auquel elle sourit à Holt et il lui sourit en retour, et ils étaient tous deux simultanément énormément heureux. James était un bon bébé, de la manière spécifique dont certains bébés sont bons. Pas infiniment placide, mais communicatif, clair sur ce dont il avait besoin et facilement satisfait une fois que c'était fourni. Ce qui suggérait, pensa Nora, un caractère fondamentalement raisonnable qu'elle espérait qu'il avait hérité d'eux. Il dormait dans un berceau que Holt avait fabriqué en 2 soirées d'hiver avec du bois de cèdre, poncé et façonné avec soin.
Et la nuit, quand James se réveillait et que Nora le nourrissait, Holt se réveillait souvent aussi. Il restait allongé dans le noir à côté d'eux, la main posée sur le bord du berceau, n'aidant pas exactement, mais présent, ce qui comptait. Le printemps revint une troisième fois, et avec lui la résurrection familière de la prairie. James avait 4 mois et commençait à avoir des opinions sur les choses, y compris des opinions bien arrêtées sur le fait d'être porté tourné vers l'extérieur pour pouvoir voir ce qui se passait. Ce que Nora accepta et que Holt trouva extrêmement drôle et aussi extrêmement reconnaissable, car c'était, disait-il, exactement le genre de trait de personnalité qu'on attendrait d'un enfant d'elle. Elle était de retour à plein temps au cabinet en février. Le cabinet s'était développé en son absence. Elle avait pris des dispositions avec un médecin de Wichita pour couvrir les cas urgents, et il l'avait fait avec le professionnalisme consciencieux d'un collègue. La communauté s'était débrouillée et ils étaient heureux de la retrouver. On parlait dans le comté de construire une véritable clinique, un vrai bâtiment en ville dédié à cet effet. Le commissaire du comté, un homme pratique nommé Luther Hay, en avait parlé à Holt en janvier. Holt était rentré à la maison, avait raconté la conversation à Nora et lui avait demandé ce qu'elle en pensait. Elle pensait que c'était, sans aucun doute, le bon développement. Elle avait des vues sur la conception, naturellement. Le commissaire était le bienvenu pour en discuter directement avec elle. Holt avait souri et dit qu'il s'attendait à ce que ce soit ce qui se passerait. Et il avait eu raison. La discussion sur la clinique se poursuivit tout au long du printemps, au rythme lent et négocié des projets civiques dans les petites villes de la frontière, où chaque planche de bois et chaque clou doivent être justifiés 2 fois, où chaque partie prenante a une opinion, et où la plupart des opinions se contredisent. Nora navigua à travers cela avec la persistance patiente de quelqu'un qui avait obtenu un diplôme de médecine dans une salle pleine d'hommes qui avaient des doutes, et l'avait fait en se présentant chaque jour et en faisant le travail mieux que quiconque ne pouvait raisonnablement le rejeter. Elle s'assit dans le bureau du commissaire en avril et exposa, avec la précision de quelqu'un qui y pensait depuis 2 ans, les arguments en faveur d'une clinique financée par le comté. La réduction des taux de mortalité pour les personnes ayant accès à des soins constants, le coût économique de la maladie dans une communauté agricole active, la vulnérabilité spécifique des familles de fermiers trop éloignés de la ville et trop isolés pour gérer les urgences seules. Elle apporta des documents, elle apporta des chiffres, elle apporta le témoignage spécifique et indéniable des résultats qu'elle avait obtenus en 2 ans avec des ressources limitées. Et elle dit clairement qu'avec des ressources appropriées, ses résultats seraient meilleurs et plus constants. Luther Hay dit, quand elle eut fini qu'elle était la personne la plus persuasive qu'il ait rencontrée en 12 ans de gouvernement de comté. Il le disait comme un compliment. Elle le prit comme tel. La clinique fut approuvée pour financement en mai 1881. Elle fut construite au cours de l'été, une structure de 2 pièces à l'extrémité sud de la rue principale, avec un bon poêle et une enseigne au-dessus de la porte qui disait Clinique médicale de Caldwell et une ligne plus petite en dessous qui disait Dr. N. Calloway, médecin. Nora se tint devant le matin de son ouverture et regarda l'enseigne pendant un long moment. Holt se tenait à côté d'elle avec James sur sa hanche. James, à 16 mois, avait des opinions bien arrêtées sur le sol et préférait l'altitude. Holt passa son bras libre autour de ses épaules et elle se pencha contre lui et regarda l'enseigne. Dr. N. Calloway, dit-elle. Dr. N. Calloway, confirma-t-il. Je pensais que je me sentirais étrange à propos du nom, dit-elle, de ne pas utiliser Allison professionnellement. Et toi? Elle y réfléchit honnêtement, de la manière dont elle réfléchissait à tout. Non, dit-elle. Allison était qui j'étais dans un endroit qui ne me voyait pas clairement. Calloway était qui je suis ici. Elle fit une pause. Ça me va bien. Il l'embrassa sur le côté de la tête. James tendit la main depuis le bras de Holt et attrapa la manche de Nora avec la prise possessive d'un garçon qui aime maintenir le contact avec ses 2 parents simultanément. Et Nora prit sa petite main et embrassa ses doigts. Et il la regarda avec les yeux exacts de Holt, brun, stable et entièrement direct, et sourit du large sourire simple d'un enfant qui n'a jamais eu de raison de ne pas faire confiance au monde. La clinique servit le comté pendant des années et des années. Les gens venaient de 30 kilomètres à la ronde et le trajet de 35 kilomètres jusqu'à Wichita,
devint un trajet que les gens faisaient par choix plutôt que par nécessité. Nora forma deux assistantes au cours des années suivantes. Une jeune femme de 21 ans nommée Clara Marsh, qui avait un don pour les soins aux patients et un esprit vif, et que Nora reconnut immédiatement comme quelqu'un qui devrait aller à l'école de médecine, et le lui dit, et le pensait. Et un jeune homme nommé Elias, qui était arrivé à Caldwell avec l'une des communautés d'Exodusters au printemps de 1881. Il avait été apprenti auprès d'une sage-femme dans sa communauté d'origine et avait les mains et les instincts d'un guérisseur naturel. Sous l'enseignement de Nora, il devint un élément essentiel du travail de la clinique et un pont important vers les familles de fermiers qui avaient voyagé depuis le Sud et qui, dans leur méfiance justifiée des institutions, faisaient une confiance à Elias d'une manière qu'ils n'étaient pas encore prêts à faire confiance à quelqu'un de nouveau. C'était quelque chose que Nora prenait au sérieux. La responsabilité particulière d'un médecin dans une communauté où tout le monde n'avait pas un accès égal aux soins, où certaines familles avaient des raisons d'être prudentes, où l'histoire de ce qui était arrivé aux gens loin de chez eux était encore en train de s'écrire, et s'écrirait dans les corps de ceux qui y survivaient. Elle n'était pas naïve quant à ses limites, aux choses que la confiance exigeait, au temps qu'il fallait pour la construire, à l'injustice d'un monde qui avait donné à certaines personnes si peu de raisons de croire qu'elles seraient traitées avec dignité. Elle fit ce qu'elle put, c'est-à-dire être constante, être honnête, former Elias et le rémunérer équitablement, et se tenir à ses côtés publiquement. Et quand un commissaire de comté suggéra une fois que l'association de la clinique avec la communauté Exoduster créait une difficulté politique, elle dit clairement et sans colère qu'elle était médecin, que le seul critère pour recevoir des soins à sa clinique était le besoin, et qu'elle espérait que le commissaire ne suggérait pas qu'elle change cela. Le commissaire, à son crédit, dit qu'il ne suggérait pas cela. Il avait l'air d'un homme qui avait brièvement confondu ses instincts politiques avec son meilleur jugement et était en train de corriger l'erreur. Holt entendit parler de cette conversation par Luther Hay, qui était présent, et il raconta à Nora au dîner ce soir-là ce qu'il avait entendu. Elle dit qu'elle espérait ne pas avoir été trop directe, et Holt dit qu'il n'avait jamais, en 2 ans, été préoccupé par le fait qu'elle soit trop directe, seulement parfois trop avare de son propre confort, au service d'être direct sur des choses qui comptaient, ce qui était un problème auquel il avait l'intention de remédier. Et elle dit qu'elle aimerait bien le voir essayer, et il dit que c'était exactement le genre de défi qu'il préférait. Et ils se regardèrent par-dessus la table du dîner dans la cuisine chaude de leur maison, avec James dans sa chaise mangeant de la bouillie de maïs avec une concentration énorme, et tous deux souriaient, et tous deux savaient exactement où ils étaient et ne voulaient être nulle part ailleurs. Le deuxième bébé arriva en 1883, une fille cette fois, née dans la nouvelle clinique avec tout ce que Nora aurait pu souhaiter à portée de main. Une naissance si efficacement gérée que l'assistante présente, Clara Marsh, que Nora avait formée et qui s'était formée au-delà de la formation de Nora, et qui était maintenant, à 23 ans, une praticienne redoutable à part entière, dit à Nora après coup qu'elle était la patiente la mieux élevée qu'elle ait jamais gérée, ce que Nora prit comme un compliment professionnel. La fille fut nommée Eliza, d'après personne en particulier, et pour la sonorité du nom, ce que Holt dit être une aussi bonne raison qu'une autre de nommer un enfant. Elle vint au monde avec une excellente capacité pulmonaire et une expression de curiosité alerte que ses parents reconnurent comme familière sur leurs 2 visages, ce qui suggérait qu'elle serait, de toutes les manières ce qui comptait, complètement elle-même. James, âgé de 3 ans, regarda sa sœur pendant 2 bonnes minutes depuis le seuil de la salle de la clinique, puis annonça qu'elle était très petite, ce qui était exact, et que son nom était difficile à dire, ce qui était moins exact, mais était le genre d'opinion qu'un garçon de 3 ans a le droit d'avoir. Il révisa sa position au cours des mois suivants, alors qu'Eliza développait la capacité d'interagir et démontrait un intérêt particulièrement fort pour les activités de son frère, ce que James décida finalement être une qualité raisonnable chez une sœur. Les années s'accumulèrent comme le font les bonnes années. Pas tranquillement, car il n'y avait rien de tranquille dans un ranch en activité, une clinique médicale et 2 enfants qui grandissaient au rythme où les enfants grandissent. Mais profondément, se construisant les unes sur les autres, couche après couche, comme un bon sol se construit,
comme les plaines elles-mêmes ont été construites sur un long temps patient en quelque chose de riche, de solide et capable de supporter beaucoup. Holt agrandit l'élevage de bétail en 1882, ajoutant un programme d'élevage de chevaux que Dick gérait avec le dévouement particulier d'un homme qui a trouvé sa véritable vocation et l'exploite à pleine capacité. Teddy Ortega et Francesca construisirent une vraie maison à l'angle est de la propriété et devinrent autant une partie du foyer Calloway que Dick, qui vivait dans le dortoir mais mangeait à la table familiale plus souvent qu'à son tour et ne lui avait jamais, pas une seule fois, depuis que Nora était descendue de la diligence, fait sentir autre chose que d'être entièrement chez elle. Clara Marsh partit pour le Women's Medical College de Pennsylvanie à l'automne de 1883, parrainée en partie par une collecte de résidence du comté qui pensait que c'était de l'argent bien dépensé, et en partie par Nora elle-même, qui écrivit la lettre de recommandation avec un enthousiasme qui surprit Clara jusqu'à ce que Clara la lise, moment auquel elle pleura brièvement, puis se ressaisit et alla faire ses valises. Elias devint le principal prestataire de soins de la clinique pendant les périodes où Nora était occupée au ranch, et la communauté qu'il servait devint de plus en plus confiante en l'institution qu'il représentait, ce qui était le résultat que Nora avait toujours cru possible si l'on se montrait simplement assez constant. Un soir d'octobre en 1884, 5 ans après que Nora soit descendue de la diligence avec sa sacoche de médecin, et que Holt ait prononcé les mots qu'il considéra plus tard comme la chose la plus fausse qu'il ait jamais dite, ce qu'elle invoquait occasionnellement avec douceur et humour quand elle avait besoin de gagner une dispute, le déployant non pas comme une arme, mais comme un rappel que les gens grandissent. Ils s'assirent sur le porche dans la soirée d'octobre, comme ils s'étaient assis tant de soirées auparavant. Avec les hautes herbes dorées dans la dernière lumière et l'air portant l'odeur de fumée et de feuilles sèches de l'automne, James, qui avait 5 ans, poursuivait quelque chose dans le potager qui pouvait être ou non une sauterelle. Eliza dormait dans son berceau à l'intérieur, la fenêtre ouverte pour qu'il puisse l'entendre. Et les tournesols le long de la clôture sud avaient terminé leur saison et se tenaient en haute rangée courbée, les têtes séchées pleines de graines que les oiseaux trouveraient dans les jours à venir. Holt avait son café et elle son thé, et les étoiles commençaient à apparaître au-dessus du bleu assombrissant de l'horizon ouest. Elle pensa à la lettre qu'elle avait écrite à une agence matrimoniale de Saint-Louis il y a 6 ans, le premier véritable acte de défi de sa vie. Le choix de partir vers l'ouest plutôt que de laisser ce qui s'était passé à Philadelphie définir la suite. Elle pensa à la diligence, à la poussière et à l'homme au poteau devant le magasin qui avait dit la mauvaise chose pour les bonnes raisons. Ce qu'elle avait compris dès le début, dès le début, et avec quoi elle avait été prête à travailler parce qu'elle avait compris autre chose aussi en le regardant. Quelque chose sous les mauvais mots, quelque chose qui reconnaissait en elle la même qualité qu'elle avait reconnue qu'en lui. Le genre d'honnêteté fondamentale qui n'est pas toujours confortable, mais qui est toujours, finalement, la fondation la plus durable pour tout ce qui vaut la peine d'être construit. « À quoi penses-tu » demanda Holt. « À la diligence, dit-elle. Il grogna doucement, ce qui était sa réponse à ce sujet, et qui n'était pas non plus entièrement sérieux, comme elle le savait parfaitement. Il avait fait la paix avec la diligence il y a des années. Il l'avait dit explicitement et elle l'avait cru. Et quand il grognait, elle savait qu'il grognait contre lui-même, contre l'homme plus jeune et plus rigide qu'il avait été, qui s'était tenu dans la poussière de la rue principale de Caldwell, et n'avait pas compris que les meilleures choses qui arrivent à une personne ne viennent presque jamais sous la forme attendue. Je pensais, continua-t-elle, que c'est la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissante, la diligence, ce qui s'est passé dessus, ce que j'ai trouvé en descendant. Il posa sa main sur la sienne sur l'accoudoir de la chaise du porche, et elle retourna sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Je pensais, dit-il, à ce à quoi aurait ressemblé ma vie si tu avais été... si l'agence avait envoyé quelqu'un de différent. Une femme au foyer, dit-elle, quelqu'un qui saurait cuisiner et raccommoder. Quelqu'un avec qui je me serais beaucoup ennuyé en moins d'1 an, dit-il honnêtement, et qui se serait beaucoup ennuyé avec moi. Et nous aurions tous les deux fait de notre mieux et appelé ça bien, et aucun de nous n'aurait su ce que nous manquions. » Il fit une pause. « Tu m'aurais manqué, dit-il, sans savoir ce que je manquais. » Nora le regarda dans la lumière déclinante. « Holt Calloway, dit-elle. »
Nora Calloway, dit-il. C'était presque poétique. Ne le dis pas à Dick, dit-il. Elle rit. C'était le genre de rire qui venait de quelque part de réel, clair et plein, sans aucune garde du tout. Il s'envola dans la soirée d'octobre sur la prairie et se dissolut dans l'immense silence de la plaine. James leva les yeux de ce qu'il poursuivait dans le potager et dit « Qu'est-ce qui est drôle ?» Et Holt dit « Rien, mon grand. » Et James haussa les épaules, ce qui était sa réponse à la plupart des choses qu'il ne comprenait pas, et retourna à la sauterelle. Plus tard, quand les enfants furent au lit, que les lampes furent éteintes et que la maison se fut installée dans la paix nocturne particulière d'une structure bien construite sur une fondation solide, Nora se tint à la fenêtre de la chambre et regarda l'obscurité de la prairie. Les étoiles immenses et épaisses au-dessus de l'horizon plat, l'éolienne tournant lentement dans la brise nocturne, les dépendances solides et familières dans la lumière des étoiles. Holt vint se tenir derrière elle, et elle s'appuya contre lui, et ses bras l'entourèrent, chauds et certains. « Qui avait-il de mal à être médecin ?» dit-elle doucement dans l'obscurité à l'extérieur de la fenêtre. « Absolument rien, dit-il dans ses cheveux. J'étais un imbécile. »« Tu apprenais, dit-elle. Nous apprenions tous les deux. »« J'apprends encore, dit-il. Moi aussi, dit-elle. C'est tout l'intérêt. » L'éolienne tourna, les étoiles maintinrent leur place au-dessus, et la prairie était vaste, sombre et pleine de sa propre vie profonde. Et à l'intérieur de la maison de pierre et de planches que Holt avait construite, et que Nora avait transformée en foyer, deux personnes qui s'étaient trouvées grâce au mécanisme improbable d'une annonce matrimoniale de la frontière, se tenaient à une fenêtre dans la bonne obscurité, complètement amoureuses de la vie qu'elles avaient créée ensemble, et étaient contentes de la manière qui ne vient qu'aux gens qui ont été honnêtes sur ce qu'ils voulaient et assez courageux pour l'atteindre. Le potager avait déjà été mis en sommeil pour l'hiver, les taiges coupées et le sol paillé contre le froid. Les tournesols le long de la clôture sud n'étaient plus que des taiges nues, attendant le printemps, prêts à revenir. Ils revenaient toujours. « C'est ça, le truc avec les tournesols, » lui avait dit Nora une fois. Ils n'étaient pas délicats. Ils étaient construits pour exactement ce paysage, pour la pleine chaleur de l'été du Kansas et le souffle du vent de la prairie et la longue et patiente attente de l'hiver. Ils étaient construits pour revenir. Tout comme il s'est avéré, deux personnes qui cherchaient le bon endroit et, sans vraiment s'y attendre, l'avaient trouvé l'un en l'autre. Le printemps suivant, les tournesols repoussèrent plus drus qu'auparavant, et James aida à les planter cette fois, portant les graines dans ses petites mains en coupe avec le soin concentré d'un garçon à qui on a dit que c'était important et qui le croit complètement. Et Eliza s'assit dans la terre du potager avec l'enthousiasme démocratique d'une tout petite qui n'a pas encore appris à distinguer entre jardiner et jouer dans la terre, ce qui revient au même à cet âge, et probablement à la plupart des âges si l'on est honnête. Et Nora planta les herbes médicinales dans leur rangée soignée, et Holt retourna la terre à la bordure où iraient les légumes. Et Dick sortit de la grange pour dire quelque chose de critique sur l'emplacement des tournesols, ce qu'il disait chaque printemps depuis 5 ans et qui était sa façon de participer. Et le matin de la prairie continua autour d'eux, à sa manière vaste, indifférente et magnifique. Et la vie qu'ils vivaient était exactement, précisément, complètement la vie que chacun d'eux, si on leur avait demandé avant que tout cela ne commence, aurait dit ne pas savoir comment désirer. Mais ils y étaient parvenus quand même à travers une diligence, une sacoche de médecin et une phrase malheureuse à une gare dans une ville du Kansas. Et à travers 5 ans de honnêteté, de travail et de la chaleur spécifique et durable de deux personnes qui se voient clairement et choisissent chaque matin d'être exactement là où elles sont. Ce qui est tout. Ce qui est, en fin de compte, l'essentiel.